You want Philly, Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, bienvenue à tous pour ce 9e épisode de Fly Podcast Fly, notre podcast dédié à l'actualité des Philadelphia Eagles. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui, beaucoup d'actualités, beaucoup de questions que vous nous avez posées, puisqu'on vous a demandé sur Twitter de nous poser vos questions et on va y répondre. Et également beaucoup de projections, ça sera notre 3e partie, comme ça, si vous voulez vous endormir, ce sera parfait sur des projections financières, parce que le Covid commence à avoir des impacts plus que concrets sur la saison, mais également sur les finances des saisons prochaines. Donc on a beaucoup de choses à dire. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Loïc. Salut Loïc. Salut Victor, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous ne sommes que tous les deux. Eh oui, Grégory a préféré aller à la plage. Ah non, mais la légende raconte qu'il est sur son yacht avec Jalen Hurts, il est en train de lui apprendre les systèmes des Eagles. Exactement, avec un maillot des Cowboys sur le dos et un short de Washington Team, pardon. Non, donc Grégory est en vacances et comme en plus c'est son métier de parler dans un micro, je pense que ça lui fait du bien de couper un petit peu. On sera pas trop de deux, hein, pour discuter de tout ce qu'on a à voir. Premier sujet, j'ai envie de dire, ça a été la signature qu'on vous avait annoncée il y a un mois. On en avait discuté, que c'était une possibilité. Suite à la blessure de Brandon Brooks, on a re-signé Jason Peters, donc notre tackle gauche depuis maintenant une décennie. Sauf qu'on l'a pas re-signé pour jouer tackle gauche, on l'a re-signé pour jouer guard droit, donc pour remplacer Brandon Brooks entre Jason Kelce et Lane Johnson. Donc on l'a signé pour 3 millions garantis sur un an. Ça peut monter à 6 millions avec des bonus. Globalement, on avait de quoi faire dans le cap pour ça, donc ça va pas être... Financièrement, c'est pas un gros investissement. La vraie question, c'est est-ce qu'à 38 ans, on peut switch de tackle à guard ? Est-ce qu'à 38 ans, on peut switch de gauche à droite ? Et j'ai envie de dire indirectement, et ça sera peut-être la deuxième question qu'on se posera, quel impact sur Dillard ? Sur la pression qu'il y aura sur ses épaules. Donc, Loïc, toi, cette signature, est-ce que tu y crois en guard ? Je l'ai déjà évoqué lors du podcast précédent, moi j'ai quand même de mal à y croire qu'avec une intersaison aussi raccourcie, on puisse s'adapter aussi vite à un nouveau poste qu'il n'a jamais joué à aucun moment de sa carrière. Donc ça me laisse un peu perplexe. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va jouer entouré de Kelce et Lane Johnson. Donc c'est sûr qu'il y a difficilement mieux dans la ligue. Après, tu parles de Dillard, mais moi ce que j'en déduis aussi, c'est qu'ils n'avaient pas du tout confiance en Pryor pour qu'il soit titulaire. Donc Pryor qui entame sa 4e année dans l'équipe. Donc il ne le voit pas comme un titulaire à l'heure actuelle. Je suis un peu perplexe et puis faut pas oublier que Jason Peters il loupe forcément des matchs par saison sur blessure, donc s'ils n'ont pas confiance en Pryor pour être titulaire sur une saison, est-ce qu'ils vont avoir confiance en Pryor pour qu'il joue quand même 2-3 matchs dans l'année ou est-ce que du coup il y a une place grande ouverte pour les rookies notamment à prendre je sais pas, c'est ça, ouais, ça me laisse perplexe. Et puis même, oui, comme tu disais, vis-à-vis de Dillard, est-ce qu'il faut le prendre comme... Parce que les Eagles étaient déjà intéressés pour re-signer Jason Peters avant la blessure de Brandon Brooks. Donc est-ce que si Dillard il a des problèmes sur le début de saison, est-ce qu'ils vont le bencher pour mettre Jason Peters en left tackle et mettre quelqu'un d'autre en garde droit ? Je sais pas, je comprends le fait qu'ils aient voulu ramener Jason Peters parce qu'il connaît l'équipe, il connaît le playbook. C'est un joueur qui a passé plus d'une dizaine d'années là, mais j'attends de voir. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, globalement, je suis assez confiant. Je pense que quand tu as joué tackle, tu peux jouer guard. Poste de guard ne nécessite pas forcément une vitesse
importante qu'en tackle, et comme il vieillit, j'ai envie de dire que il sait toujours lire les blocs, il sait toujours pousser, il aura peut-être un peu plus de mal à se déplacer, mais du coup, ça sera pas un All-Pro, mais je pense que ça fait largement l'affaire. Ensuite, moi je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est que ils avaient pas confiance dans les guards qui étaient là, et j'ai envie de dire globalement, aujourd'hui on a une ligne qui tient à peu près la route, Dillard, point d'interrogation, mais bon, Dillard, Semalo, Kelsey, Peters, Johnson, franchement, si un de ceux-là se blesse, on n'a pas un remplaçant dont on sait qu'il est fiable derrière. C'est vraiment le désert, c'est-à-dire qu'on n'a pas un Vaitai. Je suis désolé, mais Vaitai, moi, bon, c'est pas un secret, j'aimais beaucoup. Je pense que c'était un excellent backup tackle, un excellent backup guard. C'est vraiment le mec que t'aimes avoir dans ton équipe. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, c'est bien, mais ça illustre aussi le manque de profondeur de notre équipe. Et je pense, malgré tout, que le signer, comme tu dis, ils étaient intéressés avant même la blessure de Brooks. Et je pense qu'il y a un vrai... Aujourd'hui, il y a une confiance qui est très limitée dans Dillard. Et il y a cette possibilité, oui, qu'à un moment, il se fasse bencher. Après, moi, sincèrement, je suis pas pour. Je pense que c'est un premier tour de draft, c'est sa deuxième année, il faut qu'il explose. Au pire, si ça marche pas, on tente toute la saison, tant pis, mais il y a un moment, un premier tour de draft, il faut le tenter, donc à voir, mais c'est vrai que c'est une situation qui est aujourd'hui préoccupante, parce que comme tu dis, Peters il se blesse, Johnson peut se blesser aussi, Bah, il loupe toujours un match par saison. Sur il a toujours une petite commotion, un petit machin, un truc, un donc... truc à la cheville ou au genou. Donc je veux dire, Donc, j'adore nos linemen d'Auburn, Prince Wanogo et Jack Driscoll. Driscoll, mais bon, ils sont pas encore prêts. Hein. C'est pas pour rien qu'ils n'ont pas été pris au premier ou au deuxième tour. Déjà, pour un lineman, même ceux pris au premier tour, en général, ils sont pas prêts dans leur saison rookie. Mais alors là, en plus, bon, Wanogo, il avait ses problèmes de genoux, on a une intersaison raccourcie. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc Non, on mais va voir. après, quitte à lancer des joueurs inexpérimentés, autant que ça soit des rookies, au moins tu vas voir leur mentalité, parce que là, l'adversité serait au max entre la situation sanitaire et le manque d'entraînement. Donc s'ils arrivent à se débrouiller un tant soit peu dans ces conditions-là sur le terrain, ça serait bon signe pour les années à venir. Et au vu de la situation financière qu'on évoquera plus tard, ça serait des bonnes choses à prendre que d'avoir des joueurs rookies prometteurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est le premier sujet, donc c'était, on va dire, plutôt une bonne nouvelle, ce retour de Peters. Alors, on aurait préféré que Brooks ne se blesse pas, mais au moins là, on voit une solution. Le deuxième point, il a fait aussi beaucoup d'actualité, et il est beaucoup moins drôle. C'est le cas d'Eshaun Jackson. Donc le cas d'Eshaun Jackson, il a partagé sur Instagram une citation d'Hitler, qui en fait n'est d'ailleurs même pas d'Hitler, mais enfin le fait est qu'il a partagé une citation profondément antisémite, qui jouait notamment sur une certaine haine entre les races, et notamment entre les juifs et les noirs, pour ce qui est de cette situation-là. La question a été posée, est-ce qu'il faut le cut ? Alors finalement, il a pris une amende, une obligation pour le joueur de s'éduquer, d'être actif socialement sur le sujet, et la menace de dire que s'il ne respectait pas ses engagements, cette formation, etc., il pourrait être coupé à tout moment. Est-ce que tu trouves, tout simplement, qu'on aurait dû le libérer ? Déjà, pour moi, si on regarde d'un point de vue sportif, on pouvait pas se le permettre. Parce que la situation des receveurs est pas très bonne. Après, d'un point de vue humain, honnêtement, je suis partagé parce que c'est vrai que les propos étaient choquants. C'est un peu comme les propos de Riley Cooper il y a quelques années, qui avait eu des propos racistes aussi lors d'un concert. Les Eagles ne l'avaient pas coupé et lui avaient même donné une prolongation l'année d'après. Oui, on s'en souvient, c'est 4 beaux symboles, on avait fait vraiment, on avait été la risée de la ligue. Ouais, et derrière, tu avais Ça avait échangé été le Sean terrible. McCoy et tu avais coupé Deshaun Jackson, non mais l'image était terrible, ouais. Ouais,
Donc non, bah à partir du moment où ils avaient appliqué, enfin Jeffrey Lurie avait appliqué ce comportement-là de garder le joueur et de vouloir entre guillemets l'éduquer, bah ça me choque pas qu'il ait voulu faire pareil là avec DeSean Jackson. Le contraire d'ailleurs aurait été plus choquant, tu vois, aurait peut-être plus créé la polémique. Après, ouais, moi, enfin, quand j'ai lu ça le matin, franchement, honnêtement, j'ai cru que je lisais de travers. Je suis allé prendre ma douche en mode, j'ai pas compris ce qu'il a écrit, je suis pas encore bien réveillé. Et enfin, ouais, tu te dis, c'est pas possible d'être aussi débile, quoi. Les gars, Ouais, moi je dois t'avouer que je pense que ça aurait été ma décision, j'aurais cut. Tant pis. Je veux dire, ça nous fout dans la merde au niveau des receveurs. On a des rookies, il y aura des free agents qui feront le boulot. En plus, moi, je suis un peu. C'est un débat qu'on a souvent dans la rédaction de Touchdown Actu. Je suis un peu un extrémiste. Moi, je pense qu'on gagne, à l'exception de Jerry Rice et de Randy Moss et de quelques-uns, on gagne des titres avec des lignes et un quarterback. On gagne pas des titres avec des receveurs. Mais enfin, la preuve, on allait en playoff alors qu'on avait des receveurs de practice squad. Mais enfin, bon. Le côté sportif étant mis de côté, c'est clair que j'aurais libéré. Après, pour être totalement honnête, totalement franc, pour ceux qui ne le savent pas forcément, le owner des Eagles, Jeffrey Lurie, est juif, le general manager, Howie Roseman, est juif, donc j'ai envie de dire qu'ils sont mieux placés que moi pour savoir s'ils considèrent que ça les, à quel point ça les blesse, à quel point ils veulent réagir. Donc je leur fais totalement confiance au sens où ils sont entre guillemets la cible de ce type de propos. Donc si eux considèrent que c'était entre guillemets, mais alors des grosses guillemets, une maladresse ou un manque d'éducation, je veux bien l'entendre et s'ils veulent l'éduquer, tant mieux s'ils y arrivent. Je reste un petit peu sceptique, mais bon, pourquoi pas, donnons la chance. C'est eux qui sont les maîtres du navire. S'ils considèrent que il faut le garder et que il y a moyen de faire quelque chose, ok. Mais clairement, il faut qu'ils fassent gaffe toute la saison, quoi. ah bah c'est sûr que s'il venait à ressortir des propos comme ça, là, Non, parce qu'en plus, c'est bye bye, hein. ce qui est pas rassurant, c'est que on se dit, bon, peut-être qu'il a mal compris ou je sais pas quoi. Bon, déjà, dans le titre, c'est marqué Hitler, 2 points. Donc déjà, en général, t'évites de partager ça. Et qu'en plus, derrière, il commence à dire qu'il a peut-être des liens avec des organisations qui sont quand même peu recommandables et qui prônent plutôt la haine que la paix. Ça... On va dire que je suis pas optimiste. Mais enfin bon, espérons Ouais. que ça marche. On Après, va on a voir vu ça. aussi que du coup, il y avait Marquis Goodwin qui avait aimé ses posts aussi et qui s'était embrouillé sur Twitter avec des fans. Enfin, cette histoire a failli partir en sucette avec, avec les vétérans receveurs des Eagles. On a failli perdre tout le monde d'un coup. Après, ouais, faut espérer qu'il prenne conscience de ce qu'il a pu dire et bah, qu'il apprenne quoi. Ouais, alors Parce du que coup, ça serait bien que ce soit pas trop le mentor de Rigord, du coup. S'il peut éviter de lui apprendre ce genre de choses, on va peut-être être mieux ouais, s'il tout le peut monde. juste Enfin, en rester au football, ça serait c'est bien. ça. Bon, c'est le deuxième propos, donc voilà, il n'est pas coupé aujourd'hui. On peut être d'accord ou non, entre guillemets, bon voilà, les Eagles ont décidé de lui laisser sa chance. On verra comment ça se passe. Après, j'aimerais quand même mentionner qu'en NFL, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie parce que si ça avait été un autre joueur d'un calibre bien inférieur, il aurait été coupé dans la foulée, hein. Mais bien sûr. Et si on Donc, avait eu pléthore de receveurs, il aurait été ouais, coupé aussi. Je veux c'est. dire, c'est évident. Non, mais c'est évident. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on pardonne aux stars, mais c'est vrai dans tous les sports. C'est vrai dans les entreprises aussi. Hein. C'est vrai dans le monde dans lequel on vit. Plus t'es puissant, plus t'as d'influence, plus on te pardonne des choses qu'on pardonnerait pas aux autres. Il y a qu'à voir bah, les derniers vainqueurs du Super Bowl hein, avec Tyreek Hill, hein. Ouais, Si on nous ouais. avait dit il y a 1 an et demi que Tyreek Hill ne serait pas coupé et gagnerait le Super Bowl, j'aurais pas cru quoi. Avec tout ce qu'il avait au cul. Tyreek Hill, qui, rappelons-le, fait de la boxe sur ses enfants. Hein. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'en effet, je suis totalement d'accord. Enfin, ce serait pas Tyreek Hill, il aurait été coupé, il aurait disparu de la planète Terre. Bon, ça, on en Ouais, est tu vois, là. je pense que ça aurait été Greg Ward, tu vois, avec son petit cap hit, il aurait pris la porte direct, tu vois.
C'est clair. Mais bon, donc il est là et on va voir ce qu'on en dit. Troisième point, c'est le début du camp d'entraînement. Donc ça y est, ça a commencé, les rookies arrivent, les quarterbacks arrivent, les joueurs arrivent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les premières infos? Alshon Jeffrey, Goodwin, la réserve list. Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements sur le terrain, c'est pas pour tout de suite. A priori, c'est pour mi-août. Là, les joueurs, quand ils arrivent, ils se font tester, je crois, 3 ou 4 fois sur les 5 premiers jours. S'ils ont que des tests négatifs, ils ont le droit d'entrer dans le bâtiment. Et après, c'est de l'entraînement physique et de l'acclimatation et de la montée en puissance avant les entraînements dans 2 ou 3 semaines. Donc là, les informations qu'on a eues hier, c'est que Lane Johnson a le Covid, par exemple. Il a été testé positif. A priori, il n'a pas de symptômes, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. On espère que sa famille va bien aussi, parce qu'il est marié, il a plusieurs enfants. Après, Lane Johnson, son comportement aussi, il n'a pas forcément été très responsable ces dernières semaines, hein, puisqu'il a eu un sommet avec des joueurs de ligne offensive au Texas en plus, qui est un état où il y a beaucoup de cas. Alors certes, ça prenait les températures, ça a testé, mais enfin, on a vu plusieurs images de lui où il n'avait pas le masque quand il parlait à des gens qui étaient à proximité. Donc ouais, c'est dommage. En plus, la semaine dernière, de ce que j'ai lu, il était à l'extérieur d'un hôpital pour donner à manger à des personnes justement travaillant à l'hôpital. Donc on espère qu'il a contaminé personne. Le deuxième joueur qui est sur la liste, c'est Nathan Gary, le linebacker. Alors lui, j'ai appris hier soir que la semaine dernière, il s'était entraîné au gymnase de Lane Johnson. Donc est-ce qu'il est sur la liste parce que justement il a côtoyé Lane Johnson et donc par mesure de précaution, il est en quarantaine? Ou Non, je est-ce qu'il pense a le que c'est Covid? ça, c'est un cas contact de Lane Johnson, à mon Ouais, avis. parce que ce qu'il faut savoir, c'est pour être sur cette liste, soit le joueur a été testé positif, soit il a été en contact avec une personne qui a été testée positif. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont Covid. Et le troisième joueur, c'est Jordan Mailata. Alors là, pas d'infos. Mais lui, disons qu'il accumule, hein, chaque année, il a quelque chose, malheureusement, que ce soit une blessure au dos, maintenant le Covid. Après, comme tu l'as dit, Alshon Jeffrey, bah, comme on s'en doutait, il va commencer sur la PUP, c'est la Physical Unable to Perform. La Donc, PUP, hein. la PUP, C'est beau dit comme la ça. PUP. Et donc, pour le moment, bah, il n'est pas physiquement en état de s'entraîner avec les autres joueurs. Enfin, s'il y avait Ouais, des entraînements à l'heure actuelle. c'était attendu. D'ailleurs, C'était c'était attendu. attendu. Ce qui était peut-être moins attendu, du coup, c'est les opt-out, puisque tu avais commencé à en parler, mais c'est vrai que les joueurs ont droit, pendant une période de 7 jours, de renoncer à la saison. Alors, c'est 7 jours à partir de la signature de l'accord entre le syndicat des joueurs et la NFL qui n'a pas encore eu lieu. Donc, pour l'instant, c'est 7 jours glissants, mais il y a un moment, ils vont signer incessamment sous peu. Ouais, ouais, parce que Euh, là, justement, chaque jour, on nous dit que c'était au 1er voilà. août, après le 2 août, le 3 août, le 4 août. Donc là, comme tu dis, c'est pas encore officiel, la date de signature. Voilà, pour l'instant, on va dire que la seule équipe qui est amèrement touchée, ce sont les Patriots, avec notamment Cannon et Hightower qui ont renoncé à la saison. Nous, chez nous, pour l'instant, on a un renoncement, c'est Godwin. Le Alors receveur. pour le coup, Godwin, enfin, comment lui en vouloir? Parce que, alors lui vraiment, sa vie a été un peu un enfer. C'est un joueur, certains s'en souviennent peut-être, qui avait perdu un enfant en très bas âge et qui avait marqué un touchdown longue durée. La semaine d'après, il s'était effondré dans la end zone. Sa femme aussi, on a appris, a fait beaucoup de fausses couches, etc. Enfin, c'est quelqu'un, je pense, qui aujourd'hui veut prendre zéro risque. Et c'est peut-être mon côté papa de 2 enfants qui parle, mais on a beau dire que les enfants craignent rien, quoi. Enfin, moi, je comprends qu'à un moment, ils prennent pas de risque, il y va pas, quoi. Moi, j'ai envie de te dire, en fait,
peu importe la raison pour laquelle un joueur va prendre la décision de pas jouer de la saison, pour moi, il n'est pas critiquable en fait. Non, bien sûr. Non, mais je C'est suis d'accord, c'est une décision parce que totalement là, personnelle et tout le monde il a y le a droit quand de le même faire. des idiots qui arrivent à critiquer les joueurs qui décident de ne pas jouer pour des raisons, pour la plupart, pour des raisons de santé de leur famille. Bien Moi, sûr. je trouve ça totalement hallucinant. Moi, même si le joueur il dit j'ai peur, j'ai pas envie de jouer, bah enfin, c'est normal. Y Mais a bien pas- sûr, et on y a connaît pas à pas juger, la hein. vie de tous les joueurs. Enfin, Exactement. je veux dire, il y a des gens qui ont des gens malades autour d'eux, il y a des gens qui vivent qui s'occupent peut-être de leurs parents qui sont vieux et Exactement. malades, il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants, il y a 1 million de raisons de pas jouer. Et alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, Ouais, je par vois pas exemple, comment on peut critiquer un joueur qui opt-out. Moi, ça chez me- les Patriots, Patrick Chung a expliqué que justement il devait s'occuper de son père âgé et il y avait un autre membre de sa. Je crois qu'il avait un enfant qui est jeune aussi, donc il voulait pas Et prendre oui, de c'est vrai risque. que j'ai dit Cannon et Hightower, il y a Chung aussi. Mais Chung, il est un peu en perte de vitesse. Hein. Si c'est Chung de 2019, ça va pas être non plus la plus grosse perte de l'histoire. Mais je vais me faire des amis en disant ça, mais bon. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc les camps ont entre guillemets commencé. Ça va être folklore hein, les premières semaines de la saison parce que on se faisait la réflexion avec Raphaël Masmejean de TDA l'année dernière. On disait il y a quand même beaucoup d'actions foirées en NFL. On trouve qu'il y en a plus qu'avant. Alors peut-être que c'est un biais, hein, mais on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Là, les mecs ils vont avoir 2 semaines d'entraînement. Il y a un tiers des équipes qui ont changé de coach. Les joueurs ont changé. Il y a des rookies, etc. On va avoir un nombre d'erreurs de communication entre quarterback et running back, quarterback et receveur. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Et à mon avis, le nombre d'interceptions des quarterbacks va excessivement augmenter cette année. Et ça ne sera pas forcément le quarterback, parce que parfois on se demande pourquoi, où le quarterback a voulu lancer la balle, mais parfois on ne se rend pas compte aussi que c'est le receveur qui s'est trompé de route. Mais clairement, à mon avis, ça va être une boucherie le début de Tu saison. parles déjà de JJ Arcega-Whiteside là, qui s'est trompé de route. Non, mais JJ Arcega-Whiteside, de toute façon, il sait pas courir en route, il peut pas se tromper à partir du moment où il sait pas y courir. Hein. Non, mais tu vois, par exemple, ce qui m'énerve, c'est Rigor. Rigor, bon, t'y crois plus que moi, mais moi, je suis pas un anti-Rigor. Hein. Par contre, la seule chose que je disais de Rigor, c'est qu'il était dans une attaque dégueulasse de TCU. Il a jamais eu un quarterback pour lancer les ballons. Donc il avait beaucoup à apprendre en termes d'automatisme, de tracé, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté diamant brut. Et là, le diamant brut, bah, ça va être difficile en 15 jours de se mettre en mode NFL. Hein. Tu sors de TCU, on te demande 15 jours plus tard d'être en mode NFL, sachant que t'es le premier tour de draft, qu'on a personne en receveur, que tout le monde va regarder que toi. Eh bah, s'il réussit, franchement, il a les épaules. Hein. Moi, je lui en voudrais pas de faire une saison rookie pourrie. Hein. Et ça voudrait pas dire que Je je pense crois pas qu'en en lui. début de saison, il va avoir un peu de temps parce que normalement DeSean Jackson devrait être en état de jouer. Normalement, Et t'as qui de l'autre côté? t'es censé avoir JJ Arcega-Whiteside de l'autre côté, Greg Ward Ah dans bah le c'est slot. bon alors. Et Ah bah puis, si, il y a Arcega Whitehead, on est sauvé. Hein. à un moment donné, va bien falloir voir s'il a fait des progrès ou pas. Hein. De toute façon, il paraît que l'année dernière, il a joué quasiment blessé toute la fin d'année, que certains jours, il n'était pas capable de se lever tellement il avait mal au genou. Faut en Bah avoir, hein. écoute, heureusement qu'on a des tie-ends. Après, sur les receveurs, une petite information qu'on a appris cette semaine, c'est Jason Avant qui va aider à coacher les receveurs. Donc, je lisais un tweet qui disait que Jason Avant, c'était le gars qui était pas très rapide, mais qui avait des mains sûres et qui savait se libérer, alors que c'était pas le plus athlétique. Ah bah, Donc, Jason Avant, il était clairement pas rapide. Je pense qu'il a dû. Ses yards after catch, il doit en avoir 3 dans sa carrière. Mais alors, par contre, Jason Avant, quand t'étais en 3ème et 2, 3ème et 3, 3ème et 4, et qu'il fallait le mec qui fait le petit tracé pour t'obtenir un first down, c'était clairement un go-to guy. et donc, Il a jamais été flashy, mais exactement. il était. Enfin, clairement, en receveur 3 ou 4, tu le voulais tous les jours. Tous les Et jours. du coup, certains disaient que il va pouvoir aider JJ Arcega-Whiteside à faire quelque chose. Ouais, après, ils ont pas le même corps, hein, quand même. Arcega Whiteside, il est quand même censé être plus solide. Mais, enfin, Arcega Whiteside, à Stanford, il jouait des one-to-one, enfin, des 50-50 balls, il jouait ce genre de choses, des choses que Avant aurait jamais été capable de faire à l'époque. Je sais pas, Arcega Whiteside, on l'a déjà dit dans le podcast d'avant, moi je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
Il s'est sûrement passé quelque chose. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux évoquer par rapport au camp d'entraînement? Ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Parce que bon, là, on va pas vous Bah, mentir, on fait un enregistrement nocturne dans la nuit du 30 juillet au 31 juillet. Donc voilà, donc ça ouais, sortira... on regarde un peu nos téléphones assez régulièrement pour voir s'il n'y a pas des nouveaux opt-out ou des nouveaux Covid. C'est ça, là on Ça- est dans les bonnes heures pour le coup, on est dans les heures où Mais on peut recevoir des trucs non, croustillants. ce qu'on peut remarquer, c'est bah, le poste de receveur. Certains m'ont dit oui, on s'est renforcé, oui, on s'est renforcé. Bah ouais, avec Goodwin qui est opt-out, Jeffrey qui est blessé, DeShaun, tu sais qu'il va se blesser à un moment donné, et en plus avec ses propos. Ah bah de toute Et les façon, il autres, y en c'est a que des deux, il y en rookies, a donc deux qui vont avoir l'occasion de s'exprimer, c'est Hightower et Watkins, hein. Ils vont avoir du temps de jeu à un moment ou un autre, qui sont deux rookies qui ont été sélectionnés un peu plus tard que Rigor. Ils ont été sélectionnés, si je dis pas de bêtises, en 5e, 6e tour, quelque chose comme ça. exactement. Donc clairement, voilà, on refait un petit tour si jamais vous aviez manqué l'épisode draft. Hightower, on va dire que c'est plutôt une sorte de missile longue distance. Alors lui, on va peut-être pas l'utiliser sur des tracés très compliqués, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Mais parfois, tout droit, ça donne des touchdowns de 70 yards. Watkins, c'est un joueur un peu plus complet qui apportera, on va dire, un peu différent. Ouais, mais qui a Mais aussi. d'ailleurs, Hightower, moi, c'est mon favori pour être retourneur de coups de pied. Ouais, bah ça on en parlera je pense dans un prochain épisode, mais de toute façon eux pour qu'ils fassent le roster, les équipes spéciales, ça va être leur chance numéro un. Mais Ah après ben, ouais, je pense qu'un Hightower, c'est typiquement le genre de profil. Il peut jouer retourneur, il peut jouer gunner. C'est un profil qui va plaire, ça. non mais tu vois là du coup, tout ça pour dire que pour les receveurs cette année, faut pas avoir des, des grandes attentes. Là, Ah, c'est la sûr. majorité des joueurs qu'on vient de citer c'est des rookies, donc des rookies dans une intersaison pareille, moi perso j'en attends pas grand chose cette année, hein. Mais moi, j'ai envie de dire, au niveau de la NFL en entier, hein, enfin, honnêtement, les rookies, je n'en attends rien cette année. Ah oui oui c'est pas qu'aux Eagles, ouais. Autant il y a des années, on peut dire un tel est prometteur, un tel l'est pas, et encore, il y a des gens qui font des mauvaises premières saisons et qui sont très bons derrière. Clairement, cette année, enfin, n'importe quel rookie qui fait une saison dégueu, moi, ça enlèvera pas un iota de ce que je pense des potentiels des gars, quoi. Enfin, j'attendrai de les voir avec une off-saison normale dans les pattes. Ouais. Par contre, un rookie qui se démerderait bien cette année, ça serait très encourageant. Après, on peut très Ouais. bien avoir un rookie qui fait une mauvaise saison entre guillemets et qui devient très bon, et un rookie qui fait une excellente saison et qui fait plus rien derrière. C'est pour ça qu'on a bien fait au deuxième tour de prendre un joueur NFL ready comme Epenesa. Ah non, on a pris Jalen Hurts. Ah, on me fait signe dans l'oreillette qu'on a pris un quarterback. Ah, c'est dommage. Enfin bon, Bah, bref. on a pris un quarterback parce que il paraît que les backups ça coûte trop cher. Surtout Ouais, quand les on voit backups, ça coûte trop cher. bah, quand on voit le prix de Jameis Winston ou Andy Dalton, en effet, ça coûte trop cher un backup. Ça coûte Ouais, moins cher, un million, hein. Ça coûte moins cher que Nate Sudfeld. Incroyable. Jameis Winston, il a 5 milliards et plus de 30 touchdowns dans les pattes. Alors certes, il fait 30 interceptions, mais pour un quarterback remplaçant, on va pas me faire croire qu'il n'y a pas de niveau. Et il coûte 1 million. Ouais. Enfin bon, bref. Et par comparaison, Nate Sudfeld, qui a joué un match bidon en NFL, il a 2 millions et demi. Attends, il Voilà. a joué un match qui est le Week 17 de 2017, Où les qu'on a Eagles sont... perdu 6-0 contre les Cowboys. Quand même. Exactement. Bon, alors on avait mis tous les remplaçants parce qu'on était déjà premier de conférence, on se focus sur les playoffs et c'était plutôt une bonne idée vu qu'on a gagné le titre. Mais le seul match qui a démarré, on l'a perdu 6-0 contre des Cowboys qui n'avaient plus rien à jouer. Enfin, bref. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'intersaison. On est à la demi-heure, là à peu près, on vient de finir et du coup, on va passer sur vos questions. Ball is loose. It's Fletcher Cox who takes it in for an Eagles touchdown. Vos questions, vous nous avez posé pas mal de questions sur Twitter, on vous remercie. On remercie notamment Johan Tessier, on remercie Electrosa, on remercie Kaiso Kem, Demarcus Divac. On va dire que c'est des fidèles, hein. Clairement, on le voit bien sur les réseaux sociaux.
c'est des fidèles, ils nous suivent. Et du coup, on a tout un tas de questions. Alors la première, on va faire un peu un jeu de ping-pong. La première, T.J. Edwards peut-il devenir le leader des linebackers? Déjà, j'ai envie de dire, est-ce que pour toi, T.J. Edwards sera titulaire à côté de Nate Gerry? Et si oui, est-ce qu'il peut devenir vraiment un leader des squads? Bah, j'ai envie de dire contre qui il est en compétition, à part lui-même. C'est qui sa Taylor, compé... Taylor, le troisième tour. Ouais, mais Taylor, il a quasiment jamais joué au football, donc Davion Taylor, bah, il est athlétique. C'est ouais, des bah, linebackers sous Schwartz. Hein. c'est Dans un le rookie. système de Schwartz, on a juste besoin qu'il C'est soit un athlétique. rookie. En plus, là, je lisais ses déclarations. Il disait que lui, l'intersaison, ça avait été très compliqué parce que c'est un joueur qui préfère qu'on lui montre et qu'il fasse sur un terrain plutôt que d'essayer d'apprendre des schémas de jeu qui est pas, c'est pas ce qu'il préfère, quoi. Donc, déjà, tu lis ça, tu te dis, bon, bah d'accord. Lui, il va plutôt se concentrer sur les special teams, je pense, sa saison rookie. Mais ouais, TJ Edwards peut largement être le titulaire. De toute façon, quand on regarde le niveau des linebackers, n'importe qui peut être titulaire de toute façon. Le genre d'aujourd'hui, c'est un peu le job est à prendre les trois jobs sont à prendre. Même si Nathan Gerry est censé être le pilier des linebackers cette année, l'année prochaine, il est en fin de contrat. Donc, oui, pourquoi pas. Il a montré des bonnes choses, TJ Edwards, l'année dernière, que ce soit en special teams ou le peu de snap qu'il a joué en défense. Ça avait l'air d'être un plaqueur sûr. Donc, à voir s'il peut devenir un starter convenable. Après, est-ce qu'il est capable de couvrir ou pas? Il a l'air d'avoir un profil athlétique assez limité quand même. Bah écoute, on verra bien, hein. Mais la barre n'est pas très haute. On va pas se mentir. Ouais, bah alors moi je vais pas forcément répéter. Je pense qu'en effet, dans le système de Schwartz, c'est pas forcément indispensable d'avoir des linebackers tout terrain. C'est plutôt. On comble les trous en général. De toute façon, on en a souvent que deux sur le terrain. Je pense que T.J. Edwards peut être voilà, un titulaire. Est-ce qu'il sera suffisamment bon pour garder cette place titulaire plusieurs saisons? J'ai un petit doute. Je pense que on a eu peu de snaps. Hein. L'étudier, je regardais tout à l'heure un peu mes petites notes. On avait dans le jeu vraiment de défense, on avait quelque chose comme 120 snaps. Mais clairement, ça a l'air d'être un joueur plutôt porté vers la défense de la course. Il est un peu inquiétant en coverage, donc je serais même pas du tout étonné que celui qui gagne le poste de deuxième linebacker, en tout cas sur les troisièmes tentatives, ça soit Kevin Wallace, Ah, le rookie, le safety de Clemson. moi j'allais Que dire je... Will Parks. Donc, Oui, alors Will Parks aussi. Will Parks peut faire cette transition-là aussi, je suis d'accord. Mais pour le coup, ou alors j'imagine tout Jalen à Mills, fait... mais ça sera un safety en fait. Ouais, en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer avec 3 cornerbacks, 3 safety et un seul linebacker, à mon avis. Et ça D'accord. sera Nate Gerry. Nate Gerry qui est pas aussi mauvais que certains veulent le faire croire. J'ai l'impression que c'est un peu... Ça fait partie des joueurs que les fans aiment bien bâcher. Moi, je trouve Bon, il est très correct. il avait été terrible en pré-saison l'année dernière, après ça restait de la pré-saison, mais c'est vrai que moi aussi, comme toi, j'ai été assez agréablement surpris pendant le confinement en regardant les matchs de l'année dernière. Alors, niveau plaquage, il a beaucoup de progrès à faire parce il en loupe encore beaucoup. Mais après, c'est surtout, il prend des mauvais angles en fait, mais il est là où est le ballon. Déjà, ça c'est un bon point. Maintenant, il faut qu'il travaille sur ses angles. Je sais pas si c'est facile ou pas à améliorer. Mais en couverture, il est pas non plus, comme tu dis, dégueu. Franchement, ça peut faire un starter ouais, potable. Mm. Ouais, il peut faire le job. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord S'il avec ça. continue à progresser d'année en année, ouais. Après, on verra, hein. Il lui reste plus qu'un an de contrat. C'est ça. Faudra voir. C'est ça. Deuxième question. Estimez-vous que nous nous sommes renforcés en defensive back? Alors, j'ai envie de dire de répondre tout de suite oui, parce qu'on a un cornerback numéro 1, ce qui déjà n'est pas arrivé depuis un moment, donc on a Darius C, donc à partir de ce moment-là, je pars du principe qu'on s'est renforcé.
On a un cornerback numéro 2 qui reste à définir. On a un nickel cornerback qui est Robbie Coleman, qui, à mon avis, fait largement le boulot. Ouais, Euh, je- et qui a un remplaçant qui aussi peut faire le boulot. Oui, Craven et Blanc, on a du bon joueur. Et comme on l'avait dit dans le podcast précédent, si déjà tu as ton CB1 et ton nickel, tu peux toujours mettre un safety pour aider le deuxième cornerback s'il y a un peu de mal. J'ai envie de dire que la seule interrogation, c'est safety. Rodney McLeod sera là, ça c'est à peu près sûr. Par contre, qui va succéder à Malcolm Jenkins? Je dois t'avouer que c'est une des questions que je me pose. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un preview de Eagles sur Touchdown Actu. J'ai toujours pas répondu à cette question. Je pense que connaissant les Eagles, ils risquent de mettre Jalen Mills, mais ça peut être Wallace, ça peut être Parks. Va y avoir une vraie concurrence pour ça. Moi, en fait, je trouve que sur le papier, ils se sont renforcés. Après, c'est ouais, le manque d'intersaison qui va leur faire du mal parce qu'il y a tellement de nouveaux que c'est dommage en fait. Après, moi, je me demande si, franchement, je pense qu'au milieu de la saison, Jalen Mills va retourner cornerback. C'est possible. Quand ils vont se rendre compte qu'en fait Maddox à l'extérieur c'est pas possible et que Sidney Jones c'est un bust total et le meilleur ami de Gregory on n'en parle même pas, lui, moi je suis même pas sûr qu'il fasse le roster en fait. Je pense que. Non, mais on peut imaginer un switch Maddox en safety et Mills en cornerback. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Et Mais du coup, d'ailleurs, juste quand tu dis l'intersaison, il y a quand même quelque chose qui est rassurant quand même au niveau de Slay, notre cornerback numéro 1, c'est qu'il a déjà été coaché par Schwartz. Il connaît ses systèmes, il sait comment il travaille, il sait comment il dessine ses systèmes. Et alors ça, pour le coup, avec l'intersaison réduite, moi, ça me rassure d'avoir ma potentielle star à l'arrière de ma défense qui a déjà travaillé avec mon coordinateur défensif plusieurs années. ah oui, c'est sûr que ça peut être un avantage. Après, Donc, Slay est censé être un star player, donc j'ai envie de dire que lui, peu importe les conditions, est censé performer de toute façon. Mais après, c'est sûr que ouais, si les coachs le mettent pas dans les meilleures conditions, peu importe son talent, il va galérer aussi, hein. je veux pas radoter pour les plus vieux d'entre nous, mais Asomuga, c'était un star player aussi. Hein. Ouais, et au final, il mangeait son déjeuner dans sa voiture. Bon, bref. Troisième question. Là, pour l'instant, on fait la liste des questions du Hunt Tessier. 6 saisons moyennes, pas de payoff plus niveau de jeu. Doug Howie sur A7, point d'interrogation. Alors, Doug Peterson, clairement non. Par contre, Howie Roseman, très clairement, il va avoir le feu aux fesses. Bon, après la Mais toi, saison tu va veux être déjà le partie. virer, tu trouves qu'il Non, drafte mal. c'est pas le virer, mais il faut qu'il se remette en question en fait. Parce que, comme tu dis, les drafts sont pas bonnes. Là, le contrat d'Alshon, ça va venir le hanter. Toutes ces restructurations à cause de la pandémie, ça va venir le hanter aussi. On en parlera tout à l'heure. Mais ouais, non, si je pense que s'il y a une personne qui sera le premier sur la sellette, ça sera Howie Roseman, très clairement. Doug Peterson, il a montré que même s'il jouait qu'avec des practice squad players, il arrivait à amener son équipe en playoff. Le gars, faut bien comprendre que Doug Peterson, c'est 4 saisons en NFL, c'est un Super Bowl lors de sa deuxième année, c'est 3 participations en playoff consécutives. La première année, il va pas en playoff, mais faut. C'est une seule saison à 10 victoires, par contre. Ouais, mais après, tu regardes les deux saisons où ils font 9 victoires et 7 défaites, le nombre de blessés, mais c'est incroyable. Ouais, mais après la C'est... dernière saison, franchement, on passe à 9-7 en playoff, hein, mais on est dans n'importe quelle autre division, on passe pas en playoff. Ouais, mais après, il fait avec ce qu'il a, et je trouve que, au vu de ce qu'il a, du nombre de blessés, euh, des drafts qui sont pas bonnes, bah, il arrive à en tirer le maximum, je trouve, de l'effectif. Après, il est pas parfait, hein. Son plan de jeu à chaque début de match était catastrophique l'année dernière. Ça, c'est quelque chose où le départ de Frank Reich a fait beaucoup de mal, je pense. Et de Filippo aussi. Oui, moi je pense qu'il y a 2 points. Alors sur Doug, je pense que là il a pris un risque en n'ayant pas vraiment de coordinateur offensif cette année. C'est à double tranchant parce que vraiment si l'attaque n'avance pas, il sera sûrement pas viré, mais il risque d'être mis sous tutelle Ah, mais d'un coordinateur offensif. Et si à un moment il perd les appels de jeu, je pense ça peut vite énerver. ah, mais moi j'ai envie de te dire qui a décidé qu'il n'y aurait pas de coordinateur offensif. Est-ce que c'est vraiment lui?
parce que lui, si je te rappelle, si lui on l'avait écouté, McGraw il aurait pas été viré, il serait toujours coordinateur Ouais. offensif. Non, mais je Donc, pense que Lurie, à un moment, Lurie a dit, écoute, on te vire gros. Il a dit, ok, moi, ma technique, ça va être ça. Je veux un passing game coordinateur, un running game coordinateur, et je me débrouille. Ok, très bien. Et un analyste pour faire les scripts. Bon, ça, très bien. Enfin, ok, qu'il y ait un mec qui... Il sera pas de trop pour faire les scripts. Après, oh oui, moi, je suis partagé, parce que ça reste quand même un excellent general manager. C'est reconnu par tout le monde, hein, dans la négociation des contrats. Alors oui, Jeffrey, il s'est planté, mais enfin, qui se plante pas dans sa vie? Enfin... Tous les general managers font des conneries. Il n'empêche que il arrive à créer du cap à chaque moment. Il arrive à attirer des free agents tous les ans. Les drafts sont pas aussi mauvaises que tu le penses. Un jour on fera l'analyse, mais quand tu regardes, tu m'avais dit une fois 17,5% de deuxième tour réussis en NFL. Je veux dire, on a du Miles Sanders, on a du Dallas Goedert. On drafte pas si mal que ça. Je pense que... Enfin, on drafte mal, mais pas autant que tu voudrais bien croire. Mais je pense que Roseman ne sera pas sur la sellette, même en cas de mauvaise saison. Mais ça m'étonnerait pas non plus qu'à un moment il soit viré. Mais si je veux pronostiquer, je pense qu'il sera toujours là. mais je pense qu'il sera plus en danger que. Oui, par contre c'est sûr. S'il y en a un des deux qui saute, c'est lui. Mais après, je pense pas qu'Owi puisse se faire virer à la fin de la saison, hein. C'est Non, pas... non. Là, c'est trop particulier. Ouais, Faudra en voir plus, cette dans saison... 1, 2 ou 3 ans. Et du coup, j'ai envie de dire, quand tu dis saison particulière, et du coup, la question d'après, c'est est-ce que nous ne sommes pas à un moment charnière où il faudrait reconstruire le roster? Alors, reconstruire, je sais pas, mais ouais, va falloir trouver des jeunes joueurs qui contribuent parce que le roster est vieux. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat sur l'année prochaine ou dans 2 ans. Il y a des joueurs majeurs qui ont plus de 30 ans maintenant, qui sont plutôt dans leurs dernières années. Donc, comme financièrement on va être très limité, probablement la prochaine année, voire les 2 ou 3 prochaines années, ouais, c'est sûr que si on peut trouver un TJ Edwards qui devient un titulaire, un titulaire convenable en linebacker, ça fait déjà un problème en moins. En poste de cornerback, si Avante Maddox peut s'imposer comme un titulaire en tant que CB2, bah ça serait un gros plus parce que s'il s'impose pas, bah enfin je sais pas ce qu'on fait l'année prochaine à ce poste-là par exemple, et on en parlera tout à l'heure, mais il y a plein de postes comme ça où ouais, va falloir trouver des jeunes joueurs très vite, où ça va être compliqué. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend ce qu'on appelle reconstruction. Dans le sens où, si c'est reconstruction en mode toutes ces équipes qui nous disent à chaque fois je vire toutes mes stars et je reconstruis avec des jeunes, ça marche une fois sur 10. Et en NFL, moi, c'est un de mes... Enfin, c'est mon cheval de bataille, mais il n'y a pas de plan à 1 an, il n'y a pas de plan à 3 ans, il n'y a pas de plan... Il y a des plans à 2 semaines en NFL. Donc il y a un moment... Par contre, si c'est reconstruction dans le sens, et on l'a commencé cette année, rajeunir et commencer à coup de neuf sur certains postes qui se sont un peu ankylosés, oui. Oui. Et clairement, le rajeunissement, il va continuer, je pense, l'année prochaine. Ça m'étonnerait pas qu'on vende certains pour récupérer des tours de draft. Donc reconstruction, oui, mais ça sert à rien de... On est sur le prime de Vance. Donc ça sert à rien de tout envoyer bouler maintenant, quoi. Ah oui, non, De... moi je suis pas pour tanker par exemple ou balancer tout le monde, hein. Par exemple, les joueurs de ligne Hmm. offensive, même s'ils sont âgés, il faut les garder, hein. Je veux dire, il y a un moment, c'est le prime de Vance. Donc tu pousses encore 1 an, 2 ans. Et si ça marche pas... tu tentes autre chose, mais là maintenant je pense que c'est pas la bonne idée. Faut rajeunir, oui, mais après, mais c'est toujours pareil, hein, ça dépend ce qu'on entend par là, mais bon. Mais par exemple, on peut parler de reconstruction pour les squads de receveurs. Puisque très concrètement, le plan c'est que Wentz grandisse avec Arcega-Whiteside, Reagor, Hmm. Hightower et Watkins. Oui, bien sûr. Et t'espères que tu vas avoir cette année de John Jackson qui va cacher un peu tout ça et faire quelques big plays pour aider l'équipe. Mais très clairement, les receveurs, par exemple, tu vas en attendre quelque chose en 2021, 2022, 2023, quoi. Tu vas pas. Hmm. Donc je pense que ça va être une stratégie qui va être adoptée sur d'autres postes aussi, hein.
puis on verra bien, hein. Par exemple, là, sur les remplaçants sur la ligne offensive, c'est que des rookies, donc quasiment. Ou des deuxième années, ou des joueurs qui sont jeunes mais qui n'ont pas d'expérience. Donc à un moment donné, tu sais très bien que tu vas avoir un blessé ou quelque chose. Donc là, on verra si ces jeunes-là font l'affaire ou pas. Sinon, il faudra réinvestir les années prochaines. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus pour le coup. Question, on va dire, suivante. Là, on est plus sur des questions un petit peu bonus. Que Ouais. boit Grégory Hacher pour être toujours optimiste sur les Eagles? Clairement, de l'eau. Il ne boit que de l'eau. C'est un homme sain. C'est un sportif. C'est pas comme nous. Nous, on boit du whisky pour oublier, mais lui, il ne boit que de l'eau. Tu confirmes? Je sais pas, il doit prier Jalen Hurts tous les matins. Je sais pas, mais... Il a sa petite chapelle chez lui. Ouais. Je pense, ouais. Je pense La- qu'il va peut-être le demander en mariage bientôt. Mais je sais pas. Il va y avoir quelque chose parce que on va peut-être lui offrir un maillot ou je sais pas. Bon, C'est on va ça. peut-être Mais faire une cagnotte. en parlant de maillot, on est maintenant au 9e épisode. Les gens ont compris que tu étais un espion et que tu étais Exactement. un fan des Dallas Cowboys. Donc, parmi les 5 Super Bowls gagnés par Dallas, lequel est ton préféré? Période Roger Staubach ou période Troy Aikman et Emmitt Smith? Et bah, c'est tellement vieux que je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein. Les Cowboys qui Ouais, gagnent un Super Bowl, je suis désolé, mais ça c'est fait sur tellement VHS. longtemps que ouais, je ne saurais pas répondre à cette question. Je suis désolé, je sais Electroxa va être déçu, mais Mais désolé, moi, je vais j'ai répondre à la jamais vu ça de question. ma vie, donc Je vais répondre à la question parce que j'ai regardé. Pour ceux qui ont le Game Pass, il y a la plupart des Super Bowls en archive. Pour les plus vieux, parfois c'est que des petits résumés, etc. Mais donc j'en ai regardé un bon paquet. C'est vrai qu'ils sont assez chiants les Super Bowls. Moi, je vais répondre au premier degré. Ils sont assez chiants les Super Bowls des Cowboys parce que il n'y a pas beaucoup de suspense. 93, ils écrasent les Bills. D'ailleurs, Jim Kelly est rapidement dehors et c'est Frank Reich, hein, le quarterback des Bills, ce jour-là, pour l'anecdote. Mais ça finit à 52-17. Donc les deux face aux Bills, il n'y a pas vraiment de débat. Les deux de Staubach dans les années 70, ça finit en 24-3 et 27-7 ou quelque chose comme ça. Donc pas énormément de débat non plus. Je dirais que peut-être le plus agréable à regarder, si vous devez en regarder un, c'est celui de la saison 95 contre les Steelers. Mais là encore, on n'est pas sur un grand match. Globalement, ils ont pas, ils ont pas fait des grands Super Bowls en termes d'intensité ou autre, si ce n'est ceux qu'ils ont perdus. Ceux qu'ils ont perdus, par contre, ils les ont perdus à chaque fois sur le fil de rasoir. Enfin bon. Si, en tout cas, moi, ce que j'en dis de cette question, c'est que si vous vous intéressez à l'histoire de la NFL, n'hésitez pas à aller regarder les Super Bowls qui sont disponibles sur le Game Pass dans les NFL programmes où vous aurez Super Bowl History. surtout ceux perdus par nos Surtout copains ceux de la perdus. NFC East. Bah non, mais en plus Dallas, ils perdent contre Unitas, ils perdent des Super Bowls importants, hein, globalement. Ils perdent contre des grands Steelers. Non, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Question d'après, qui est assez intéressante. Petite question, pensez-vous, comme certains joueurs l'ont dit, que l'interdiction du public au Link, donc au Lincoln Financial Field, notre stade, va être préjudiciable sur certains matchs? C'est une bonne question. Ce qu'on a pu voir notamment pour la défense, c'est que la défense était beaucoup plus performante à domicile qu'à l'extérieur. Notamment en fin de saison dernière, il y avait une stat. Je crois que la moyenne de points encaissés devait être à 10-12 et par contre à l'extérieur, elle grimpait à 24-25. Donc est-ce que l'absence de public va annuler l'avantage du terrain? Je ne sais pas. Dans d'autres sports, on a pu voir notamment dans le football slash le soccer que l'absence de public avait totalement annulé l'avantage du terrain. Qu'il y avait beaucoup plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. Donc oui, je pense que ça peut être préjudiciable. Après, je pense qu'il y a des franchises qui vont être plus handicapées que les Eagles. Je pense notamment aux Chiefs et aux Seahawks. Et tous ces stades qui sont vraiment très très bruyants, où c'est compliqué de communiquer entre les joueurs.
Là, pour le coup, ça pourrait être plus facile, entre guillemets, d'aller s'imposer dans ces stades-là, même si en face, il y a des quarterbacks de très très haut niveau. Ouais, il parlait à un moment de rajouter des faux sons, mais après, à quel niveau t'as le droit de rajouter du faux son, combien, etc. C'est une vraie question. Faut demander à Atlanta. Je suis... Non, faut demander aux Chargers s'ils jouent à l'extérieur depuis des années. Non, mais globalement, je pense que je suis d'accord avec toi. Oui, ça va nous être préjudiciable, mais pas plus que les autres. Je pensais aux Seahawks aussi, pour le coup. C'est vrai que les Seahawks, les Seahawks et les Chiefs sont certainement les plus bruyants. Et clairement, mais les Bills aussi, par exemple, eux qui ont créé un momentum, qui sont enfin favoris de la NFC East, ils ont beaucoup ce côté Bills Mafia avec des supporters très fervents, etc. Est-ce que ce côté hype retombera pas un peu sans supporters? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes où ça peut jouer. On a un stade bruyant, mais qui n'est pas parmi les plus bruyants non plus. On a des supporters fervents, mais voilà, je pense que oui. C'est sûr que l'avantage du terrain sera largement diminué cette année. Après, honnêtement, je suis pas sûr du coup, quand on regarde notre schedule, que ce soit particulièrement à notre désavantage du coup. Parce qu'on avait quand même des déplacements qui n'étaient pas évidents. Si je reprends, je suis en train Il de y a reprendre le à San schedule. Francisco, de Ouais, mémoire. typiquement à San Francisco, c'est jamais évident. Faut aller à Green Bay, je crois Euh, encore, de Il y a nouveau. Green Bay, il y a Cleveland, parce que Cleveland, pareil, hein, le public à Cleveland peut être terrible. Ouais, mais Euh, il peut, comme à Philly, il peut se retourner contre son équipe assez vite, hein. oui, mais alors ça, oui, nous aussi, on est spécialistes de ça. Pittsburgh aussi, attends. Si t'as pas les, si t'as pas les serviettes jaunes qui tournent tout autour de toi tout le match, il y a un moment, Pittsburgh, franchement, je suis assez content d'aller jouer sans public, globalement. Donc, ouais, je sais pas. Je pense que de toute façon, cette année, entre les joueurs qui vont opt-out, pas vraiment d'avantage à domicile, des joueurs pas préparés, avec peut-être 15 jours d'entraînement, déjà, si on a une saison, on sera content. Et clairement, il va se passer des trucs étranges dans cette saison. On va y avoir des performances inexplicables Bah, déjà, à la hausse ou à la baisse, hein. on en a pas parlé, mais quand on voit ce qui se passe avec le baseball, je pense qu'on est en droit de douter qu'il y ait une saison qui aille au bout quand même, parce que Oui, après, le problème aussi des calendriers du baseball ou du basket, alors sachant que le basket, ils sont dans la bubble, ça commence ce soir, puisque dans 2 heures, je vais pouvoir me regarder le jazz. La bubble de NBA, on verra, mais elle est assez hermétique, sauf pour, c'est qui? C'est Lou Williams qui est allé en boîte de nuit, ou je sais plus qui. ouais, il est allé à un enterrement et après il est allé Et en après, il est allé non, en strip club, il ouais. est en strip club, ouais. Et, mais pour le coup, le baseball, ils sont pas en bubble, parce que c'est un peu le même problème que le football américain. Ils sont tellement nombreux que tu peux pas mettre autant de monde dans une bulle. Ah, le football américain, c'est Et pire encore, je trouve. ouais, c'est vrai que les Marlins, bah c'est pire parce qu'il y a du contact, parce que les mecs ils se crachent dessus tout le match, tandis qu'en baseball, globalement, Non, c'est enfin je veux pire dans dire, le à part, sens où il y a beaucoup plus de personnes encore. L'autre fois, ouais, j'en parlais avec d'autres personnes qui tiennent des comptes français sur des franchises NFL. Ça, on parle de 3000 personnes, je pense. Bon, si on mettait tout le monde dans une bulle, ça serait 3000 personnes au même endroit, c'est pas possible. bien sûr, mais on peut pas. Mais par contre, l'avantage qu'on a, c'est que le baseball, par exemple, le vrai problème, c'est qu'il y a eu du coup les cas positifs chez les Marlins puis chez les Phillies. Mais ils doivent jouer tous les jours, donc ça décale leur calendrier. Nous, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on ne joue qu'une fois par semaine. Et j'en discutais dans la rédac de Touchdown Actu cette semaine. Il y a un moment, quand tu disais l'hypocrisie de la NFL, dans le soccer, je suis pas un spécialiste, hein, mais vous me corrigerez, mais tout le monde disait après pareil. Il y a beaucoup de cas en D3 et en D2, et bizarrement, il n'y a quasiment pas de cas en première division, dans ceux qui jouent en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Je pense qu'à un moment, on va découvrir qu'il y a des centaines de cas qui ont été cachés, etc. Et la NFL, je veux dire, si Carson Wentz est positif un jour avant le match, je peux te jurer qu'ils le déclareront pas, hein. Moi, j'y crois pas du tout. C'est possible, ouais. J'y crois pas du tout, mais bon, on va voir. Moi, je pense qu'il y aura une saison.
Je pense que par contre, si vous êtes fan de football universitaire comme moi, ça par contre, je pense qu'il faut oublier la saison. Mais on va voir. Petite Ouais. question pour poursuivre de Demarcus Divac. Demarcus Divac, fan des Kings. Donc il souffre en basket, alors du coup il vient voir les Eagles en football américain pour respirer. De mémoire de fan, quel est le pire joueur que vous ayez vu jouer sous nos couleurs? Alors, ça dépend ce que t'entends pire, si c'est le niveau, Exactement. l'attitude ou... Moi, j'ai Et réfléchi le à ça. rapport qualité-prix aussi. Ouais, alors moi j'en ai plusieurs, j'en ai pas un. J'ai En rapport qualité-prix, on est d'accord que c'est Asomuga. Ouais, Vu le prix qu'il a coûté. Asomuga et puis son attitude d'aller manger dans sa voiture, machin. Ouais, c'était un peu bizarre toute cette expérience. T'entendais des histoires incroyables. À cette même époque aussi, il y avait Dominique Rogers-Cromarty qui était limite plus motivé pour venir jouer au basket Ouais, au mais centre qui était moins d'entraînement pire. que de jouer. Ouais, mais son attitude était horrible sur le terrain. Il s'en Ouais. foutait, il essayait même pas de plaquer. C'était, Non, c'est sûr. dans le même genre, il y avait Byron Maxwell. Donc là, vous comprenez bien qu'on parle globalement de cornerback. On parle que de cornerback là, pour l'instant. Après, non, après, je peux citer Riley Cooper, bien évidemment, pour ses propos racistes. Moi, j'étais le premier à dire à cette époque-là qu'il fallait le dégager. Que peu importe que c'était parce qu'il était alcoolisé, je sais pas quoi, pour moi, il n'y avait pas d'excuse. Ce qu'il a sorti, ils auraient dû le foutre dehors. Non, mais je suis d'accord, mais après, enfin voilà, encore une fois, ça dépend si on parle d'attitude, si on Ouais, parle c'est sur le bien terrain sûr, ou ouais, pas. exactement. Après, il y a l'autre, une attitude que j'avais pas du tout aimé, c'était de Marco Murray. Ah ouais, bah moi, Quand il est, c'était mon numéro 1, moi. quand au lieu d'aller au contact pour gagner des extra yards, il avait baissé la tête pour sortir en touche. J'avais trouvé ça totalement incroyable. Non, mais moi, je Je- peux plus. Moi je peux plus. Sinon, dans la série des anciens C'était Cowboys, terrible. Non, mais DeMarco Murray, c'était censé être le meilleur coureur de la ligue. Bon, il courait tout droit aux Cowboys. Là, ils ont tenté de lui faire des trucs qui étaient... Pour le coup, le coaching était douteux parce ils ont tenté d'utiliser comme s'il était Ishan McCoy. Mais clairement, c'était catastrophique. Quoi. moi, globalement, de toute façon, les anciens Cowboys aux Eagles, quand on voit Orlando Skendrix cette année, enfin l'année dernière, du coup, voilà quoi. Mais toi, du coup, si tu devais citer un joueur, Victor, ou Bah, plusieurs moi, d'ailleurs. je dois avouer que ça aurait été Murray aussi. Je dirais, dans ce cas, si je remonte un peu, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Demetres Bell, Ouais, qui était un lineman qu'on avait signé avec la blessure de Peters. pour le remplacer, ouais. C'est ça? 2011, je pense. Ouais, 2011-12 Ouais, par là. je pense 2011. Et en fait, le mec, on lui signe, je crois, un truc genre 30 millions sur 4-5 ans, enfin, qui était vraiment énorme à l'époque pour un lineman, surtout un lineman, entre guillemets, Mais c'était un faux contrat, je crois. C'était. semi-remplaçant de terrain. Ouais, et le mec, il a fait une demi-saison, et il a été remplacé par Dunlap. Dunlap qui était nul, mais qui était moins nul que lui, donc c'était assez incroyable. Donc Demetres Bell, j'en garde un excellent Ah non, souvenir. c'était 2012. 2012. Ouais. Mm. Et les Eagles, du coup, finissent la saison à 4 victoires, 12 défaites. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à drafter Lane Johnson l'année d'après. Mm, Bon, mm, 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 mm. là... Mais oui, non, mais après, c'était surtout la première année qui était garantie. Et les 3 autres, c'était au cas où il soit super bon. Il le garde, mais au final, c'était une catastrophe. Et moi, je vais peut-être du coup faire une parenthèse. Je change un petit peu la question, j'en ai conscience. Mais là, je vais pas parler de mon pire joueur, mais par contre, si j'avais un plus gros regret, c'est Shawn Andrews. Alors, Shawn Andrews, je remonte un peu, c'est le milieu des années 2000. Vous l'avez peut-être pas connu pour la plupart. Il a joué 3 saisons chez nous. 2 fois Pro Bowler, 1 fois All Pro, et genre All Pro, mais unanimous ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un joueur. Et en fait, il a eu des problèmes de dépression, des problèmes surtout extrasportifs qu'il a eu du mal à gérer. Et moi, je me souviens de ce mec-là. C'était terrible parce qu'il avait le potentiel de devenir un All Pro tous les ans. Tous les ans. Et il est parti en vrille. Il est parti en vrille et il a eu des blessures. Enfin,
voilà, moi c'est mon plus grand regret entre guillemets. Donc quand je sais pas pourquoi, j'ai dans ma tête déformé la question. Quand on m'a dit pire joueur, moi j'ai pensé à mon pire regret, et c'était Andrews. Bah, je pense sinon au rayon du pire regret, on pourrait mettre aussi Terrell Owens. Hein. Terrell Owens, c'était un génie. Il est resté qu'une saison, mais c'était un génie. Ils avaient fait plusieurs années à s'entendre tous les deux là, McNabb et Owens. J'adore Larry Fitzgerald et Randy Moss, hein, mais quand je vois des gens qui mettent Moss et Fitzgerald devant Terrell Owens dans les classements des receveurs all-time, fallait voir évoluer Terrell Owens. C'était quelque chose. Sinon, en termes de regret, il y a aussi le regret que Andy Reid n'ait jamais réussi à trader pour Larry Fitzgerald. Non. Parce qu'on a été proche une année. C'est sûr, quand tu vois les années qu'a fait Larry Fitzgerald, waouh. Ouais, mais ça après, t'auras toujours, enfin on dirait qu'il est resté 15 ans, t'auras toujours des Ouais, mecs que il y a t'aurais pu toujours plein avoir. d'histoires comme ça, mais c'est toujours marrant. Ouais, c'est clair. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez du classement de nos joueurs présents dans le top 100 de NFL Network? Donc pas de Carson Wentz, Brooks 98, Cassie 94, C 92, Hurts 85, Cox 73. J'en pense que je sais même pas sur quoi ils font le classement en fait. Par exemple, Lamar Jackson est premier. Pour être honnête, si C'est c'est les sur joueurs qui le... votent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si dans l'idée c'est de dire qui a été le meilleur joueur de la saison dernière, que tu mettes Lamar Jackson, je comprends très bien. Aucun problème. Si c'est qui a le plus gros potentiel, que tu mettes Mahomes derrière Watson et derrière Jackson et Wilson, moi ça me dépasse, et pourtant j'adore Russell Wilson, hein, mais enfin bon, c'est juste voilà, je comprends rien à ce top 100. C'est absolument n'importe quoi. Il y a comment le coureur des Rams qui est parti aux Falcons, qui est en kit Gurley. Il est 51 alors qu'il avance même plus. Enfin, c'est vraiment un concours de popularité. Je pense que Vance se fait avoir tous les ans parce qu'il est blanc et roux et que ça aide pas. Et franchement, je m'en fous. Et on en parlait dans la rédaction de Touchdown Actu. Nous on fait des classements aussi parfois. On avait fait le top 50 l'année dernière. Il y a bien sûr des gens qui pensent différemment de nous et tout, mais au moins on avait mis des critères, quoi. C'était au début de la saison qui vous voulez pour jouer avec vous. Là, ça ressemble plus à un concours de popularité. C'est vrai que d'habitude on est habitué à avoir des joueurs hauts, là on a plutôt des joueurs bas. J'ai envie de dire, je m'en fous. Non, mais après, faut comprendre que c'est les joueurs qui votent et les joueurs ne regardent pas forcément tous les matchs. Il y a quelqu'un qui expliquait que les joueurs en général ils regardent juste les highlights et puis ils jugent là-dessus. Donc forcément, mais quand vous voyez par exemple Drew Brees 12ème, ça n'a même pas été le meilleur quarterback de son équipe en playoff. Donc, voilà. Non, mais c'est... Chacun pense ce qu'il veut. Non, mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Franchement, c'est terrible ce Non, mais classement. après, comprends c'est rien. juste pour occuper le temps et faire parler. Voilà. Du coup, Non, mais Todd Gurley est devant Chris Jones. Je crois que juste derrière lui, c'est Chris Jones. bah alors, Je sais pas. t'as bien Josh Allen dans le top 100. Ah, mais alors, moi j'ai dit que j'allais écrire une tribune pour vous expliquer pourquoi Josh Allen méritait d'être dans le top 100. Oh là là là. Ah non, moi je suis un Enfin, Josh on Allen. dirait. Ah, mais alors, Josh Allen, c'était un joueur qui était pas du tout NFL ready, qu'on avait en ses titulaires alors qu'il aurait jamais dû l'être, qui a extrêmement progressé l'année dernière. Bon, les gens le savent, hein, les Bills, c'est un peu ma deuxième équipe. Enfin, les Bills et les Panthers, ça fait partie de mes équipes de secours. Et non, Josh Allen, moi, j'y crois beaucoup. Je trouve qu'il a énormément progressé et qu'il peut devenir un quarterback très convenable. Je dis pas qu'il deviendra une star, hein, mais un quarterback très convenable. Tu vois, je préfère encore Dak Prescott que Josh Allen, tu vois. Dak Prescott qui est 46e. D'accord, donc Vance n'est pas dans le top 100. Et Dak choke Prescott, hein, qui est très bon de la week 1 à la week 12 contre des équipes qui sont à 0-6, mais qui se chient dessus tous les ans dès qu'il s'agit de gagner un match saison régulière qui compte, ou dès qu'il s'agit de gagner un match de playoff. Mais bon, apparemment, ça suffit. Donc, qu'est-ce Bon, que je te écoute, dise ? moi, je souhaite juste à Dak d'avoir le tag l'année prochaine, encore une fois. Comme ça mettra les Cowboys dans une situation financière compliquée. Non, mais d'ailleurs, je rappelle que selon le top 100, Michael Thomas est le meilleur receveur de la ligue. Bon, là encore, ça dépend. Si on parle de l'année dernière, oui. Si on parle de potentiel, Pour pleurer, il n'y a pas de doute. Non, mais je veux dire, enfin, il y a des choses. Je suis très content de voir que Chandler Jones a été très très haut.
Ça, c'est un joueur que je trouve très sous-coté. Donc, je suis très content de voir là. Mais non. De toute façon, les Cowboys ont été très hauts. Hein. Je crois que Ezekiel Elliott est genre 25e. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses étonnantes, mais c'est pas grave. De toute façon, nous on répond sur le terrain, on répond pas sur des top 100. Ça, c'est pour Jerry Jones, ça il fait plaisir. Exactement. Et donc ça, c'est la fin des questions. C'est Et- la fin des questions. Et on est à 1h, Eh, 1h05. pas mal, hein. Pas mal, pas Et mal. maintenant, on va passer à la partie pour vous aider à dormir. Oui, c'est ça. C'est un peu- On va vous faire un petit jingle, et si vous voulez du rab, on va parler salary cap. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. Salary cap. Salary cap hors note, salary cap. Hein. Alors, C'est je un crois peu que la nous, question. on serait capable d'en parler 2 heures. Ouais, mais on On va va essayer de faire faire, court, on va essayer d'être pédagogique. Et d'être précis. Pédagogue, d'ailleurs. Ouais, Pédagogique, ce sera pédagogue, difficile. ouais. Donc, aujourd'hui, le problème, si on veut être synthétique, c'est que le cap était censé exploser l'année prochaine, puisqu'il y a une nouvelle convention collective qui a été signée entre les joueurs et les coachs, et du coup, qui est un pourcentage des revenus de la NFL. Et donc, le cap space devait exploser l'année prochaine. Aujourd'hui, il est de 198 millions. Certains disaient qu'il passerait à 220 ou quelque chose comme ça, et c'est aussi pour ça que beaucoup de free agents ont signé 1 an, en se disant l'année prochaine je signe le pactole, avec cet effet d'aubaine qu'avait eu la NBA en 2016 par exemple. Sauf que là, avec le Covid, les mecs disent attendez, non seulement on va peut-être pas augmenter le cap, qui est à 198 aujourd'hui, mais on se laisse même une option de descendre jusqu'à 175. Sachant, pour être précis, ils expliquaient que si la saison était jouée et qu'il n'y avait personne en tribune, le cap pouvait descendre jusqu'à 130 millions. Ouais, mais ils le feront jamais. Mais enfin, le plancher des NFLPA, c'est 175. Après, honnêtement, moi je fais partie des gens qui pensent que jamais d'avis. Alors peut-être qu'ils augmenteront pas, mais jamais d'avis 10 millions. Toi, tu fais partie des gens qui pensent que c'est une possibilité. Bah pourquoi faire un accord Pourquoi faire un accord dans ces cas-là entre joueurs et propriétaires? Parce qu'une pandémie mondiale, c'est pas un truc que tu prévois dans le contrat, c'est un cas de force majeure. Bah écoute. C'est pour ça qu'on a toujours, dans tous les contrats qu'on signe, on a toujours un cas de force majeure. Ah mais là justement a priori il l'avait pas prévu. Ouais. Et donc, juste pour anecdote, théoriquement, si on garde tous nos joueurs d'aujourd'hui, là j'ai les calculs de Loïc sous les yeux, on a pour l'année prochaine 270 millions de cap. Donc juste 95 millions en trop. Ouais. Ça fait mal. Donc, du coup, les solutions c'est quoi? Des restructurations, Vance, Cox, Hargrave, donc à voir. Des cuts, Jeffrey, Deschamps. On va dire que laisser partir certains joueurs comme Barnett. Est-ce que toi, tu penses qu'on devrait même aller plus loin en tradant des stars? On avait fait de la peine à certains de nos auditeurs en disant que Zach Ertz, ça allait sûrement être sa dernière saison. Si le cap diminue, alors là, Zach Ertz, c'est bye-bye. Hein. Ouais, comme Fait tu ses dis, valises le premier jour. c'était avant même qu'on sache que le cap pouvait diminuer. Mais très clairement, Zach Ertz, comme c'est un des rares joueurs qui aura de la valeur et que si le cap baisse, va bien falloir sortir de l'argent quelque part. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, expliquer aux gens, oui, les Eagles aujourd'hui ont 20 à 25 millions de cap space pour cette année. Mais cet argent, ils peuvent pas le dépenser. Faut qu'ils en gardent une grande partie pour l'année prochaine. Parce qu'ils vont reporter l'argent Exactement. qu'ils économisent et ça leur fait du cap supplémentaire pour l'année prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez des sites comme Over the Cap ou Spotrac ou autres,
vous verrez que toutes les équipes n'ont pas le même cap space de départ. C'est Voilà. notamment à cause de ça. Donc en gros, là, si les Eagles utilisaient tout le cap space cette année, les Eagles devraient sortir l'année prochaine avec un salary cap à 175 millions, faudrait sortir 95 millions au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que garder 20 millions cette année, c'est important. Même si l'objectif c'est d'être le plus performant sur le terrain aussi. Mais là, il n'y a pas le choix, faut penser aux finances. Et du coup, non, ça va encore passer par des restructurations. Et du coup, bah, faut bien choisir les joueurs en fait. Faut pas se tromper parce que si tu te trompes, bah, ça va faire comme Alshon Jeffrey, tu vas traîner le contrat comme un boulet et avec les incertitudes liées à la pandémie, on sait pas trop ce qui pourrait se passer. Imaginons que le salary cap il baisse l'année prochaine et qu'en 2022 il reste au même niveau. Les Eagles vont avoir c'est même plus un couteau sous la gorge, c'est la hache juste au-dessus de la tête, prête à couper la tête quoi. C'est Moi, compliqué. après, Hein. je pense que tout se négocie dans la vie, surtout des budgets. C'est mon côté expert comptable, mais ils trouveront bien un accord, je me fais pas de soucis. Et après, je suis d'accord avec toi qu'il faut économiser. Je pense qu'on a une vraie chance, c'est que on n'a pas de joueurs clés à re-signer. C'est-à-dire que quand je dis clés, on a des joueurs utiles à re-signer. Notamment, le plus intéressant, c'est Dallas Goedert. Parce que par contre, si on ne prend pas Zach Ertz, il faut à minima Dallas Goedert. De toute façon, il va falloir filer une extension à un des deux. Oui, voilà. Donc sûrement Goedert, parce qu'il est plus jeune et moins cher. Bah, je pense que dans les deux cas, ça fera de façon un contrat à 9-10 millions la saison, Ouais. voire plus. Après, éventuellement Maddox, mais après le reste, on peut s'en passer. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire à conserver, sauf peut-être Edwards s'il explose. Et même dans les joueurs qui seront free agent. Alors, attends, je t'arrête, Victor, t'es pas sur la bonne année là. T'étais en train de regarder une année encore après. Hein. Edwards, c'est 2022. Edwards, c'est 2022. Non, T'as raison. Mais même sur 2021, donc ce que je disais, c'est que globalement, enfin, je regarde la liste, je vous la donne, hein, Mills, Parks, Ford, Douglas, Sidney Jones, LeBlanc, Robbie Coleman, Gary, Riley, Sudfeld, Ridgway, Clement, Josh Perkins, Jason Peters, Johnston, Craig James et Boston Scott. Qui j'ai envie de garder? Boston Scott qui est en restricted en plus. Hein. Donc qui j'ai envie de garder? Enfin, je veux dire, Parks s'il fait une bonne saison, LeBlanc, Robbie Coleman, Ridgway. Le reste, bye bye. Enfin, j'ai pas l'impression que si on remplace ces mecs-là par des free agents ou par des drafts ou par des undrafted, on perd tellement en valeur, quoi. en fait, le problème qu'on peut voir, c'est que si on se retrouve avec un cap space aussi bas, donc il va falloir faire beaucoup de mouvements juste pour passer en dessous. Donc après, ça veut dire que tu peux pas spécialement signer de joueurs. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les joueurs qui sont en fin de contrat l'année prochaine, c'est globalement les defensive backs. Au jour d'aujourd'hui, si tu prends les projections des joueurs qui vont faire le roster, sont sous contrat l'année prochaine Slay, Maddox et McLeod. Et concrètement, tous les autres sont en fin de contrat. Donc à un moment donné, va bien falloir que tous ces joueurs-là, tu les remplaces et tu peux pas avoir que des rookies. Donc, Non, mais de toute façon, on est habitué depuis des années à être l'équipe avec le moins de cap de la ligue. Cette année, on respire un peu, au contraire, on est parmi ceux qui ont le plus de cap. Si vous regardez les projetés 2021, je vous le dis tout de suite, il reste du cap space à tout le monde, même aux Chiefs qu'on prend Mahomes et Chris Jones, mais bon, c'est sur des impacts un peu plus long terme. Il y a 3 équipes en négatif aujourd'hui sur un cap space de 215. Donc on est sur 215. Il y a les Falcons qui ont 7 millions de négatifs, les Saints qui ont 35 millions de négatifs, et nous qui en avons 51. On a 17 millions de plus que le 31e, on a 45 millions de plus que le 30e. C'est, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait peur du côté de oui, c'est tout le monde dit toujours c'est un génie, il crée du cap space en restructurant. Il y a un moment, le problème, c'est que les joueurs que tu restructures, ils coûtent moins cher cette année-là, mais ils coûtent plus cher les années d'après. Et on a des joueurs qui nous coûtent très, très cher l'année prochaine. Alors, Carson Wentz, j'ai envie de dire, ok, c'est ton quarterback, je veux bien.
Fletcher Cox, il nous coûte... l'année prochaine, il nous coûte quoi, 23 millions, je crois, Exactement. d'impact. Ouais. On a des joueurs... Enfin, c'est terrible. Bon, on va pas parler d'Alshon Jeffrey, hein, on va pas se faire mal. Mais lui, il nous coûte cher aussi. Mais globalement, on a des joueurs qui nous coûtent très cher et qui finalement nous font pas économiser tant que ça si on s'en sépare. Non, voilà, Parce que c'était mon point d'après, c'est qu'au final, t'as pas une coupe évidente qui va te libérer beaucoup d'argent. Derek Barnett, T'as c'est Alshon ça. Jeffrey et Derek Barnett. Et encore, Alshon Jeffrey, sur les 18 millions, on en économise 8. On s'en prend Ouais, 10 dans la tête. exactement. Donc c'est pareil, j'avais regardé du coup Zach Ertz. Zach Ertz, il nous coûte 12 millions. Mais si on le cut, Si on les trade, on, ça fait ou qu'on le cut, ça fait que on passe on 5 a millions. 4 millions et demi d'économie. Ouais. Je veux dire, même en designated. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a. J'ai oublié de regarder, j'ai eu le doute. Est-ce qu'il y a toujours le système des Oui. cuts post-June 1st dans le nouveau CBA? Ouais, tu peux faire ça, mais faut quand même que tu attendes justement le 1er juin pour avoir du cap space en plus. Donc, Donc, très compliqué. Globalement, non, là pour moi, aujourd'hui, les deux contrats qui posent problème pour l'année prochaine, il y a Brandon Graham, qui a un cap hit en 2021 de 18 millions. Et si tu le coupes, tu gagnes 700 000 $. Parce qu'à force d'avoir restructuré avec... bah là, t'es un peu bloqué avec lui en fait. Et t'es bloqué. Tu regardes le top 15, t'es bloqué avec tout le monde Ouais. quasiment. Et moi, l'autre joueur que je vais citer, c'est Malik Jackson, qui a un cap hit l'année prochaine de 13,6 millions. Et si tu le coupes, tu économises même pas 1 million. Donc, Ah, mais de toute façon, ça, on a fait un choix clair avec Cox, Hargraves et Jackson. Ouais. On a blindé notre ligne, mais on peut pas s'en séparer. Enfin, et encore une fois, enfin, on va se séparer de Jeffrey et de Jackson, par exemple. On va se prendre 15 millions de dead, on va économiser 10 millions, mais en attendant, on n'a pas de receveur. Donc c'est un peu toujours là, ouais. serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que, par exemple, Dillard, notre cher tackle, s'il pouvait step up et devenir un left tackle titulaire à 3 et quelques millions sur les années suivantes, tant qu'il est dans son contrat rookie, on serait pas forcément contre. Hein. Ah bah là, très concrètement, là, ce qu'on doit espérer, c'est que les joueurs qui ont été draftés en 2018, 2019 et 2020, step up. Tu vas avoir besoin de ces 3 drafts-là. Sinon, globalement, Dallas Goedert, il progresse. On est plutôt optimiste. Josh Sweat a progressé. Bon, après, il y a encore du boulot. Bon, hein, mais... c'est un remplaçant, quoi. Bah, c'est un remplaçant qui joue 30 à 40% des snaps, quand même. Donc, ouais. C'est pas non plus... t'en as besoin. Moi, il faut que Miles Sanders dure. Ouais. Sachant que pour un running back, on sait que c'est jamais... Bah, après, il faut que Gigi Arcega-Whiteside fasse quelque chose. Avonte Maddox, il faut qu'il confirme qu'il peut faire quelque chose. C'est le problème, c'est qu'on a beaucoup de what-if. Et honnêtement, à commencer par Derek Barnett. Mais est-ce que tu penses pas que pour le coup, si vraiment ils descendent autant de salary cap, ils vont pas négocier un calcul différent de la dead money pour peut-être réduire le calcul de la dead money pour justement que les équipes se retrouvent pas dos au mur? Bah, le problème, c'est que les équipes qui peuvent se retrouver dos au mur, il y en a pas tellement en fait. Il y en a, tu les as cités. Il y a Eagles et Saints. Eagles, Saints, les deux. Voire les Falcons. Donc ça fait 3 équipes sur 32. Moi, excuse-moi, je suis Jerry Jones. Je dis bah non, ils se démerdent. Sachant que. Il a parié sur une hausse du salary cap en mettant les contrats comme ça. Il n'y aurait pas eu de pandémie, tout le monde aurait dit bien joué. Bah là, pas de chance. Donc, ouais, ça va être compliqué si ça descend. Très compliqué. Et quand Johan parlait de reconstruction, l'année prochaine, on pourrait pousser à reconstruire. Ouais, mais ça serait une reconstruction forcée pour eux. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, en m'amusant un peu avec le logiciel d'Over the Cap, concrètement, si tu restructures Wentz, Cox, Hargrave,
Darius Slay, Brandon Brooks et comment il s'appelle, Lane Johnson, et que tu coupes Alshon Jeffrey et DeSean Jackson, tu arrives à 73 millions d'économies sur 2021. Donc si tu portes avec les 20 millions, on t'arrive quasiment sous le cap des 175 millions. Tu passes De- normal, tu peux passer. Après la question c'est comment tu crées du cap space en plus pour signer les rookies, pour signer des joueurs en free agency, pour re-signer des joueurs. Mais après, Là, je lisais un papier qui était assez bien fait. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le partager. Je crois que c'est sur The Athletic qui expliquait les revenus de la NFL. À partir du moment où il y a une saison, déjà, ça veut dire qu'ils ont les revenus télé. ouais. C'est déjà la plus grosse part du gâteau. Le marketing, il y aura quand même toujours des gens pour acheter des maillots, des machins, des trucs. Donc ça sera peut-être diminué, mais il sera là aussi. La vraie question, c'est tout ce qui est billetterie, etc. Et coût de la pandémie au sens les tests, les machins, les trucs. Mais j'ai pas l'impression que la situation. S'il y a une saison, pour moi, on n'est jamais à ce niveau-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas à 215. On ne sera pas à 215 comme prévu et il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et oui, on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Donc je pense qu'on va avoir une année très difficile. Je me rappelle plus, est-ce qu'on a... Je sais qu'on a piqué un tour de draft aux Cowboys, un 5e tour, parce que ça leur a permis de prendre Tyler Baiadas Ouais. à la draft. à la draft de cette année. Je suis juste en train de regarder en direct. Qu'est-ce Mais qu'on a? non, On n'a pas de quatre- 4e ouais, tour. il a été donné aux Browns pour Avery. Ah oui, putain. Avery qui a joué 10 snaps. Superbe. Et par contre, on a 2 5e tours. Ouais, donc globalement, on va dire que on a une draft. On a 7 choix, quoi. C'est pas ça. assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Et le problème, c'est que. Bah, par exemple, un Zach Ertz, je suis désolé, hein, mais si on met de côté le fait qu'on l'aime beaucoup et tout, ça vaut combien un Zach Ertz, vu sa situation contractuelle, et vu son âge, et vu sa position, Moi, je pense ça vaut que combien un Zach Ertz à la fin de la saison au prochaine? mieux un 2e tour. Au mieux. Parce que comme tu le dis, il y a l'extension à filer derrière, c'est Moi, je pense qu'il part comme un C contre un 3 et un 5. ou un 3 et un 5 par exemple. Tu vois, un truc à la Darius C. Donc c'est pas non plus... on récupère pas un top 50, quoi. Donc c'est compliqué. C'est Et compliqué. ouais, du coup, c'est vrai que c'est en fait ce qu'il faut comprendre aussi avec les restructurations, c'est que du coup, ça rajoute de l'argent au fil des années. Ça en libère pour l'année concernée, mais ça en rajoute les autres années. Et l'une des choses que j'ai vu en regardant un peu, c'est en 2022, Brandon Graham et Malik Jackson ne sont plus sous contrat, mais ils vont compter à eux deux pour 21 millions dans le cap, à cause de tout l'argent qui a été justement restructuré et poussé en bout de contrat sur des fausses années pour baisser le salary cap les années précédentes. C'est sûr. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 22 millions. Avec un 22 millions, aujourd'hui, vous avez Fletcher Cox ou le Chris Jones ou même Aaron Donald. Enfin, Oui, mais c'est de c'est... toute façon, là, clairement, on va se prendre un... Si le cap space augmente pas, on va se prendre un mur. Nous, ça fait deux ans qu'on le repousse, mais il y a un moment, on va se prendre. Il y en a d'autres qui vont se prendre plus tard, hein, le mur, notamment nos amis des Cowboys avec des Marcus Lawrence, Amari Cooper, etc. Je crois que c'est 2023 ou 2024 où ils se prennent un mur. Mais Bah, ils peuvent et le prendre encore, l'année prochaine avec Dak, hein. ouais, Si, c'est si ça, c'est ça dépend du. 120% de son salaire de cette année, ça va Ouais, être... enfin, Dak, excuse-moi, t'as vu le salaire de Mahomes, comment il est réparti? Dak, sur sa première année, il va coûter 2 millions. Enfin, je veux dire. Mahomes. Non, mais Dak, faut qu'il Non, signe. non, 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 mais je veux dire, Dak, s'il signe, Ah ça oui, sera s'il un signe. contrat structuré comme celui de Mahomes. Mais est-ce qu'il a Donc, intérêt il à va rien signer coûter, l'année premièrement. prochaine? T'as déjà eu Bah, un... personne. T'as Bah, je sais déjà eu pas, un il tag. veut 40 millions. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va mettre 40 millions sur Dak Prescott? Tu sais, il suffit d'une équipe complètement débile et
Et c'est bon, hein, regarde les Vikings, ils ont bien filé un contrat garanti à Kirk Cousins. Je préfère Kirk Cousins à Dak Prescott tous les jours. Franchement, Alors là, dans les deux cas, tu vas perdre en prime time. je préfère Kirk Cousins tous les jours. Non, mais je sais pas, une équipe qui a... Oh, ce qui serait génial, c'est Washington qui signe Dak Prescott pour 40 millions. Ça, ce serait incroyable, ça. La Washington, les Washington Warriors, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même 90% de chances que ça finisse comme ça. Les Washington Warriors, avec en tête d'affiche Dak Prescott. Ah, ça ferait rêver, ça. Ou les Jaguars. Ouais. Oh non, les Jaguars. Les Jaguars. Ils ont bien une tête à foutre 40 millions. Waouh. Non, je vois. Non, enfin c'est bon, pas ce qui bref. peut se passer. Le fait est que, du coup, on a un vrai problème. Donc là, ouais. Donc là, cette année, si vous voulez des joueurs qui performent, faut des jeunes joueurs en contrat rookie à des positions de besoin. Genre des safety, des corners, des linebackers. Tout ça, faut que ça performe. Donc, si vous avez des bonnes tapes, envoyez-le à Eagles FR, qui se fera un plaisir de forwarder Ah, aux Eagles vos meilleures tous les vidéos. jours, chaque jour, on leur envoie une vidéo. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on a fait le tour Ouais. de cette situation préoccupante. C'est bien, on est assez structuré. On a fait en gros une demi-heure. Sachant que voilà, la dernière demi-heure, on l'a volontairement mis en troisième. Si vous êtes là, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des fidèles parmi les fidèles. On vous remercie parce que c'est Ouais. vrai que bon, on a une base solide, mais on a des beaux chiffres d'écoute qui diminuent forcément un peu en été. Mais bon, j'en discutais avec les gens de Touchdown Actu, c'est automatique hein, ça, dans les podcasts. Mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est en train de vraiment créer quelque chose. Et c'est vrai que n'hésitez pas à venir nous parler sur Twitter. On y est assez régulièrement et ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens qui échangent. Et puis si Et vous puis, avez on des va... remarques, des suggestions, des questions, n'hésitez C'est pas. ça. Si vous voulez sur le Twitter de Eagles FR, il y ait un wall of fame, n'hésitez pas à faire des donations sur le RIP de Loïc. Il vous le transmettra et vous aurez votre nom gravé sur le compte Twitter de Eagles FR. Non mais n'importe quoi. Ça y est, c'est la prochaine étape, tu sais, Ah mon Dieu. on monétise. Non, mais Non, voilà. non. Donc, non, en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est un podcast qui est, c'est vrai, confidentiel, dans le sens où le football américain n'intéresse pas des millions de personnes en France. Et alors, forcément, un podcast sur une équipe en particulier, bah, oui, c'est sûr qu'on n'a pas forcément une audience extrêmement large, mais on le savait, on ne le fait pas particulièrement pour ça, on le fait pour échanger. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous. Ouais, et surtout, Donc, ouais, c'est constant au fil des épisodes. c'est ça, Même c'est ça. si des fois c'est des hors-séries ou des épisodes un peu plus spécialisés entre guillemets. Donc ouais, ça fait très plaisir. C'est vrai qu'on s'attendait pas à moi personnellement, je m'attendais pas à ces chiffres-là du tout. Tu vois, je me disais si on fait une centaine de personnes max, ça sera bien. On peut vous dire que chaque épisode a fait plus que ça. Ah ouais, non, mais on est clairement content et on se dit que c'est que la off-saison, donc pendant la saison, ça peut faire encore mieux. Donc voilà, donc c'est une petite digression, mais le but de cette digression, c'est avant tout de vous dire merci. Ouais, ça fait Merci de nous très très suivre. plaisir. On va continuer toute la saison en nocturne ou autre, on verra comment on s'organise. Mais... On fera des podcasts à 4h du matin. Non, mais moi je suis pas mal là, en nocturne, écoute. Sans être dérangé par les enfants, c'est bien en fait. Bah écoute, Donc, ouais. Ouais, c'est pareil, moi j'ai mis ma femme à dormir. Tout va bien. voilà, c'est ce qu'il faut. On est là et on peut parler tranquillement. Exactement. Et donc du coup, bien évidemment, s'il y a des nouvelles à cause du Covid, des opt-out, on fera peut-être un épisode spécial. Oui, c'est ça, on va voir comment ça évolue. Vous hésitez pas à follow Eagles FR pour avoir toutes les nouvelles. Vous n'hésitez pas à follow Touchdown Actu pour avoir des nouvelles sur des autres équipes aussi. Et on va voir comment ça évolue. Je pense que si le camp d'entraînement se passe comme prévu,
La prochaine étape, c'est qu'on va vous faire un podcast sur notre projection des 53 pour le roster. Après, comme tu le dis, selon comment ça se passe, hein, on verra bien. Dans cette période perturbée, on ne sait jamais vraiment sur quel pied on va danser. Donc, Exactement. Bon, nous, on espère surtout que déjà, tout le monde sera en bonne santé, les joueurs, C'est les ça. fans, et puis qu'on fera le prochain podcast sur l'effectif. Exactement, c'est le but. Eh bien, on va Et, se quitter sur ces et bons mots. surtout qu'on aura le retour de Grégory. Mais oui. S'il daigne sortir de son bateau. S'il lâche Parce que- le bar. Non, mais là, il a ses majordomes qui lui donnent des petits cocktails en face de Miami Beach. Je comprends, il a pas envie de rentrer, hein, c'est tout. Attends, il est sur son île privée. Il aurait Il tort de va revenir. demander à Donald un visa exceptionnel pour aller aux États-Unis. D'ailleurs, on me dit dans l'oreille que peut-être il va influencer Jeffrey Lurie. Ouais, On verra. c'est Jeffrey Lurie d'appel avant de prendre Ouais. des décisions. On va peut-être être renommé Jalen Hurts Team. On sait pas trop. On verra. C'est un test en fait, c'est pour voir s'il écoute les podcasts quand il est pas là. Exactement. Il réagira que s'il a écouté jusqu'à la fin. Donc si vous voyez pas de tweet de Grégory sur le podcast, c'est qu'il a pas écouté et qu'il en a rien à faire. Et bonne fin de vacances Grégory si tu nous écoutes. Salut, profite Allez. bien. Bonne soirée. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée, matinée, midi, selon quand vous nous écoutez. Et puis, restez on en se bonne santé retrouve, surtout. c'est ça, on se retrouve très vite. Et faites bien attention à vous tous. Allez, ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.